Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Donc la séance dernière, nous avons traité le premier chapitre introductif en ce qui concerne le droit fiscal, dans lequel nous avons parlé de l'impôt, donc la notion de l'impôt. Nous avons expliqué généralement la classification des impôts et nous avons aussi expliqué les étapes à suivre pour traiter un impôt, bien pour étudier un impôt. Aujourd'hui, on va entamer le deuxième chapitre intitulé « La taxe sur la valeur ajoutée ». On va voir aujourd'hui les mécanismes de la taxe sur la valeur ajoutée. Ce chapitre a pour objectif d'appréhender les mécanismes de la taxe sur la valeur ajoutée et de déterminer la taxe sur la valeur ajoutée exigible. Donc pour réaliser ces objectifs, on va suivre le plan suivant. Donc tout d'abord, on va commencer avec une introduction, puis dans la première section, on va voir le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, et dans la deuxième section, on va expliquer les règles d'assiette et de liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée, et dans la dernière section, on va procéder à la déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée. Tout d'abord, la taxe sur la valeur ajoutée est un impôt indirect qui frappe l'ensemble des transactions commerciales réalisées sur le territoire national. Donc, autrement dit, la taxe sur la valeur ajoutée est un impôt indirect qui frappe les opérations de consommation de revenus. Donc, elle a été instituée au Maroc en 1986. Donc, la TVA impose les biens et les services dans tout le cycle de production et de commercialisation. Donc, ce sont les entreprises qui déclarent la taxe sur la valeur ajoutée aux percepteurs ou bien à l'administration fiscale. Cependant, c'est le consommateur final qui est le redevable réel et qui supporte normalement le montant de la taxe sur la valeur ajoutée. Par contre, l'entreprise, elle joue le rôle de l'intermédiaire dans cette opération. Elle collecte le montant de la taxe sur la valeur ajoutée auprès des consommateurs final et elle le reverse par la suite au percepteur ou bien à l'administration fiscale. Donc, dans le chapitre précédent, nous avons vu généralement les 4 étapes importantes à suivre pour étudier un impôt, notamment la détermination du champ d'application, la détermination de l'assiette fiscale, la liquidation de l'impôt et par la suite le recouvrement de l'impôt, ça veut dire le paiement de l'impôt à l'administration fiscale. Et c'est bien sûr ce processus, on va bien sûr le respecter aujourd'hui dans le cadre du traitement de la taxe sur la valeur ajoutée. Donc, et commençons bien sûr avec la première section et la première étape dans le cadre de l'étude de la taxe sur la valeur ajoutée, à savoir la détermination du champ d'application. Donc, entre dans le cadre du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée les activités à caractère commercial, industriel, artisanal, les opérations relevant de l'exercice d'une profession libérale, ainsi que les opérations d'importation, et ce, quelle que soit la nationalité et la forme juridique de l'assujetti. L'essentiel des opérations doivent être effectuées sur le territoire national. Quand vous voyez que la taxe sur la valeur ajoutée est dans la détermination de son champ d'application, il ne s'intéresse pas beaucoup aux personnes imposables comme il s'intéresse aux opérations. Dans ce sens, on distingue les opérations qui sont imposables, et on va voir les opérations imposables obligatoirement et les opérations qui sont imposables par option. Aussi les opérations qui sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée. Et on va voir les opérations qui sont exonérées sans droit à déduction et les opérations exonérées avec droit à déduction. Et vers la fin, on va voir les opérations qui sont hors champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Donc, commençons avec les opérations imposables et tout d'abord les opérations obligatoirement imposables à la taxe sur la valeur ajoutée. Donc, et selon l'article 89 du Code général des impôts, sont imposables obligatoirement à la taxe sur la valeur ajoutée les ventes et les livraisons effectuées par les importateurs. Donc, généralement, les importations vendues sur le territoire national sont imposables généralement à la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que les ventes et les livraisons effectuées par les commerçants dont le chiffre d'affaires de l'année dernière
elle est supérieure ou égale à 2 millions de dirhams, ainsi que bien sûr les prestations effectuées par les fabricants dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 500 000 dirhams. Aussi, les travaux immobiliers, donc les opérations de lotissement et de promotion immobilière, à ce niveau-là, on parle généralement de la construction pour le compte d'autrui, on parle des opérations de viabilisation des terrains, aussi la construction des immeubles qui sont destinés à être vendus soit en totalité ou bien en partie, sont généralement des opérations imposables. Aussi les prestations de services comme par exemple les locations des locaux meublés, par exemple la location d'un appartement meublé, c'est une opération commerciale imposable à la taxe sur la valeur ajoutée. Aussi le transport, et comme nous avons vu l'année dernière dans le cadre de la comptabilité première année, bien sûr le transport soit il est assuré par les moyens propres de l'entreprise ou bien par je dirais un tiers, ça veut dire une société de transport. Donc généralement le transport c'est une opération imposable à la taxe sur la valeur ajoutée. Aussi les opérations bancaires, par exemple les virements bancaires sont imposables. Aussi les opérations d'escompte que nous avons vues l'année dernière dans le cadre des effets de commerce, escompte d'un effet de commerce est une opération aussi imposable. Aussi les opérations effectuées au titre de profession libérale. Ça veut dire les opérations effectuées par les avocats, les notaires, les architectes, les vétérinaires, les ingénieurs, généralement sauf les médecins et les médecins dentistes qui sont bien sûr exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée. On peut ajouter aussi les livraisons à soi-même. Par exemple, lorsque je construis mon propre siège, bien sûr cette opération elle entre dans le cadre de l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée, comme on peut ajouter aussi les opérations d'échange qu'on peut qualifier comme une double vente, ou si elle est imposable à la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que bien sûr les opérations de cession des biens d'occasion. Bien sûr, à partir de 2015, la loi de finances 2015, cette opération est devenue une opération imposable à la taxe sur la valeur ajoutée. Donc voilà en ce qui concerne les opérations qui sont imposables obligatoirement à la taxe sur la valeur ajoutée. Passons maintenant aux opérations imposables par option. Donc à ce niveau-là, on parle généralement d'un certain nombre de personnes qui sont exonérées du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, mais qui veulent être assujettis à cette taxe. Bien sûr, il y a un intérêt derrière. Donc, ils veulent généralement bénéficier de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui est grevée les achats, la taxe payée en amont aux fournisseurs généralement. Et selon l'article 90 du Code général des impôts, sont imposables par option généralement les exportateurs, les petits fabricants dont le chiffre d'affaires de l'exercice précédent ne dépasse pas les 500 000 dirhams, ainsi que les revendeurs détaillants, bien les commerçants dont le chiffre d'affaires de l'année précédente est inférieur ou égal à 2 millions de dirhams. Donc passons maintenant aux opérations exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée. À ce niveau-là, on parle des opérations qui entrent dans le cadre du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, mais qui sont exonérées par le législateur. À ce niveau-là, on distingue entre deux types d'exonération, soit opération exonérée avec droit à déduction, ou bien opération exonérée sans droit à déduction. On commence avec les opérations exonérées sans droit à déduction. À ce niveau-là, le redevable vend son produit en hors taxe sans TVA, mais il n'a pas le droit, bien sûr, de déduire la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les achats, la taxe payée en amont. Et selon l'article 91 du Code général des impôts, donc, sont exonérées sans droit à déduction les ventes qui portent sur le pain, le couscous, les farines, le lait, le sucre brut, les dattes conditionnées et produites au Maroc, les produits de la pêche, quel que soit à l'état frais ou à l'état congelé, la viande fraîche au congelé, l'huile d'olive sont généralement les produits de première nécessité, ainsi que les journaux, les livres, les timbres fiscaux, les films documentaires ou éducatifs, ainsi que les opérations réalisées par les coopératives dont le chiffre d'affaires est inférieur ou égal à 10 millions de dirhams. On peut ajouter aussi les crédits accordés
accordées par les associations de microcrédit, les prestations des associations à but non lucratif, ainsi que les actes médicaux, les médecins et les médecins dentistes. Et on peut ajouter aussi, bien sûr, généralement l'exploitation des douches publiques, ainsi que les fours traditionnels sont généralement des opérations qui sont exonérées sans droit à déduction. Passons maintenant aux opérations exonérées cette fois-ci, mais avec droit à déduction. À ce niveau-là, le redevable vend son produit en hors taxe, mais elle a le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les achats. Donc selon l'article 92 du Code général des impôts, bien sûr, sont exonérés avec droit à déduction les produits livrés et les prestations de services rendus à l'exportation, les autocars, les camions et les biens d'équipement acquis par les entreprises de transport international routier, ainsi que les biens d'équipement destinés à l'enseignement privé ou à la formation professionnelle. On peut trouver aussi les biens d'équipement acquis par la Banque islamique de développement, les biens d'équipement acquis par les associations à but non lucratif, les biens meubles et immeubles acquis par l'agence Beit Mal Quds, ainsi que les activités de Banque al-Maghrib. Bien sûr, la liste elle est longue un petit peu. Vous pouvez bien sûr consulter le Code général des impôts pour prendre une idée sur la liste intégrale des opérations qui sont exonérées avec droit à déduction ou sans droit à déduction. Passons maintenant aux opérations qui sont hors champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. À ce niveau-là, on parle d'un certain nombre d'opérations qui ne sont pas couvertes par la taxe sur la valeur ajoutée en raison de leur nature. Donc tout d'abord, les opérations à caractère civil, donc par exemple la location des locaux nus. Bien sûr, c'est une opération civile, ce n'est pas comme la location des locaux meublés, c'est une opération commerciale, bien sûr imposable à la taxe. Par contre, la location des locaux nus, c'est une opération à caractère civil, elle est hors champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que bien évidemment les opérations agricoles sont hors champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Donc voilà en ce qui concerne généralement le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Nous avons vu les opérations qui sont bien sûr imposables, les opérations exonérées et les opérations hors champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Passons maintenant à la deuxième section, les règles d'assiette et de liquidation. Donc commençons avec les règles d'assiette. Donc les règles d'assiette concernent généralement 4 éléments importants à étudier. Donc tout d'abord, le fait générateur. Deuxièmement, la base imposable. Troisièmement, bien sûr, les taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable. Et bien sûr, le quatrième et le dernier élément, c'est bien évidemment les règles de déduction. Donc on commence avec le fait générateur. Donc le fait générateur de la TVA, c'est l'événement qui donne naissance à la dette du redevable envers le trésor. Autrement dit, le fait générateur, bien sûr, est l'événement qui rend exigible la taxe sur la valeur ajoutée. À ce niveau-là, on distingue 2 régimes en ce qui concerne le fait générateur. Premier régime, c'est le régime des encaissements, donc appelé aussi le régime de droit commun, donc c'est le régime de base qu'on est censé le faire. Donc selon le régime des encaissements, donc la taxe sur la valeur ajoutée exigible, eh bien la déclaration de la TVA exigible doit être faite après le règlement de la créance et quelle que soit bien sûr la date de la facturation. Donc le fait générateur selon le régime des encaissements, c'est l'encaissement total ou partiel du montant de la créance. Deuxième régime, c'est le régime des débits. Bien sûr, c'est un régime exceptionnel, c'est un régime optionnel, donc les entreprises peuvent opter pour le régime des débits parce que le régime de base, le régime de droit commun, c'est le régime des encaissements. Donc selon le régime des débits, donc la déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée doit être faite, bien sûr, dès la constatation de la créance sur le client. Bien sûr, et quel que soit le mode de paiement.
Donc le fait générateur selon ce deuxième régime, c'est bien évidemment la constatation de la créance sur le client, bien sûr à la date de la facturation, tout en débitant bien sûr le compte client dans les comptes de la comptabilité. Et c'est la raison pour laquelle ce régime est appelé régime des débits, parce que généralement au moment de la facturation, on débite le compte client. Très bien, donc voilà en ce qui concerne généralement les régimes de la TVA. On passe maintenant à la base imposable. Lorsqu'on parle de la base imposable généralement, on parle du montant sur lequel on applique le tarif d'imposition. Donc selon l'article 96 du Code général des impôts, la base imposable comprend deux éléments essentiels. Donc tout d'abord, le prix des biens ou des services fournis après déduction de toute réduction commerciale, rabais, remise, ristourne, et la réduction financière, l'escompte. Donc, comme nous avons vu l'année dernière dans le cadre de la facturation, donc la taxe sur la valeur ajoutée, c'est la première majoration qui vient juste après les réductions, soit commerciales ou financières. Donc la taxe sur la valeur ajoutée, donc elle est calculée soit sur le net financier ou bien sur le net commercial. Deuxième élément, ce sont les frais accessoires relatifs à la vente. Par exemple, les frais de transport entrent dans le cadre de la base imposable. Les taxes et impôts versés autres que la taxe sur la valeur ajoutée, comme par exemple les droits de douane ainsi que la taxe intérieure de consommation. Lorsque par exemple l'entreprise importe un produit de l'étranger, bien sûr les droits de douane entrent dans le cadre de la base imposable, puisque l'entreprise elle paie les droits de douane, donc elle entre dans le cadre bien sûr de la base imposable. Et en principe, la taxe impose la taxe, mais la taxe n'impose pas elle-même, donc on ne peut pas calculer la TVA, bien sûr, sur la TVA. Et bien sûr, on peut ajouter comme élément qui entre dans le cadre de la base imposable aussi les intérêts en ce qui concerne les contrats à terme. Donc voilà, en ce qui concerne généralement la base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée. Donc on passe maintenant au troisième élément qui vient juste après le fait générateur et la base imposable. Ce sont généralement les taux de la TVA applicables. Donc on commence bien sûr avec le taux normal de 20% qui concerne la majorité des biens et services, sauf ceux concernés par les taux réduits. Donc, puis les taux réduits qui sont bien sûr de nombre 3, on commence avec le taux super réduit de 7% qui concerne les produits suivants. L'eau livrée au réseau de distribution public, lorsqu'on paye la facture de l'eau, donc cette facture elle est taxée à 7%, ainsi que bien sûr les opérations d'assainissement. Donc les produits pharmaceutiques, que ce soit en ce qui concerne la matière première qui entre dans le cadre de la production ou bien les emballages. Les fournitures scolaires, donc le lait en poudre, conserve de sardines, donc le savon de ménage, donc sont généralement des produits de première nécessité. Deuxième taux réduit, c'est le taux de 10%. Il concerne les opérations d'hébergement et de restauration, donc le secteur touristique en général, ainsi que l'exploitation des cafés. Les huiles alimentaires, les chauffe-eau solaires, donc le sel de cuisine, le riz usiné, donc les opérations bancaires aussi, comme les virements bancaires, les opérations d'escompte, etc., sont taxées généralement à 10%. Troisième taux réduit, c'est le taux de 14%, concerne généralement le beurre, le transport de voyageurs et de marchandises, l'énergie électrique. L'énergie électrique, elle est taxée à 14%. Lorsqu'on paye la facture d'électricité, cette facture, elle est taxée à 14%. Et il ne faut pas confondre, bien sûr, la consommation d'énergie électrique avec la location des compteurs d'électricité qui est taxée à 7%. Donc voilà en ce qui concerne généralement les taux de TVA. On peut ajouter bien sûr les taux spécifiques. Il existe des taux spécifiques pour un certain nombre de produits, comme par exemple les vins et les boissons alcooliques qui sont taxés à 100 dirhams l'hectolitre. Aussi l'or et platine, donc 5 dirhams par gramme, et bien sûr d'autres produits donc spécifiques. On passe maintenant à un exemple qui concerne généralement la base imposable et le fait générateur. Donc on va faire un exercice d'application pour comprendre le principe de la base imposable ainsi que le fait générateur. Donc le 12 septembre 2019, la facture établie par une entreprise à son client comprend les éléments suivants.
Donc, tout d'abord, le montant brut 300 000 dirhams, remise 5%, escompte 2%. Donc remarque, le montant net à payer sera versé 75% le 20-10-2019 et bien sûr le reste, ça veut dire 25%, le 15-11-2019. Donc travail à faire, déterminer la base imposable, bien la base d'imposition de la TVA, sachant que le taux est de 20%. C'est la première question. Deuxième question, préciser la date d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée dans les deux cas. Donc le premier cas, l'entreprise était soumise au régime des encaissements et le deuxième cas, l'entreprise était soumise au régime des débits. Donc, commençons avec la première question, donc la détermination de la base imposable. Donc le montant brut, selon l'exemple, s'élève à 300 000 dirhams, sur lequel il faut calculer une remise de 5%. Le montant de la remise, 15 000 dirhams. Donc on déduit le montant de la remise du montant brut pour trouver le net commercial qui s'élève à 285 000 dirhams. Sur le net commercial, on calcule un escompte de 2%, donc ça donne 5 700 dirhams. On déduit bien sûr du net commercial le montant de l'escompte pour trouver le net financier qui s'élève à 279 300 et comme vous voyez que sur le net financier dans cette facture, qu'on va calculer le montant de la TVA. Donc, le net financier dans cette facture, c'est la base imposable, c'est la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée. Donc, le net financier fois 20%, ça donne 55 860 sur le montant de la TVA. La TVA est une majoration, donc le net financier plus la TVA, ça donne bien sûr un montant de 335 160, c'est le net à payer par le client. Voilà en ce qui concerne la base imposable. On passe maintenant à la deuxième question, la détermination de la date d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée. Bien sûr, il y a deux cas. On commence avec le premier cas. Si l'entreprise, bien sûr, elle est soumise au régime des encaissements. Lorsqu'on parle du régime des encaissements, bien sûr, la TVA, il devient exigible au moment du règlement de la créance sur le client. Donc, dans notre exemple, le client va payer 75% en octobre et 25% en novembre. Donc, la taxe sur la valeur ajoutée exigible au titre du mois d'octobre, le mois du premier versement, est égale à 55 860 le montant total de la taxe sur la valeur ajoutée, fois 75%, ça donne 41 895. Et la TVA exigible au titre du mois de novembre, c'est le mois du deuxième versement, les 25% qui restent. Donc 55 860 fois 25%, ça donne 13 965 000 dirhams. Donc voilà généralement la date d'exigibilité en ce qui concerne le premier régime, régime des encaissements. On passe maintenant au deuxième cas, le régime des débits. Donc selon le régime des débits, la taxe sur la valeur ajoutée devient exigible à la date de facturation. Et la date de facturation dans notre exemple, c'est le mois de septembre. Donc la taxe sur la valeur ajoutée exigible au titre du mois de septembre s'élève à 55 860 dirhams. Donc voilà, nous avons arrivé au terme de cette séance. Bien sûr, la séance prochaine, on va traiter les éléments bien sûr qui restent dans le cadre de ce chapitre. Donc aujourd'hui nous avons vu bien sûr le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Nous avons vu généralement les opérations imposables, exonérées et les opérations hors champ. Nous avons entamé généralement les règles d'assiette et nous avons traité les trois premiers éléments en ce qui concerne les règles d'assiette, fait générateur, la base imposable et le taux de TVA. Donc il nous reste les règles de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que la liquidation de la valeur de la taxe sur la valeur ajoutée et bien sûr vers la fin on va procéder à la déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée. Donc merci pour votre attention et à la séance prochaine.